à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette conférence de presse de la série espagnole Anatomía de un Instante. On laisse tout le monde s'installer, mais je suis ravie d'accueillir Alberto Rodriguez, qui est le réalisateur et scénariste de la série, Rafael Cobos, qui est le scénariste, notre interprète, José Manuel Lorenzo, le producteur, et Alexandre Piel, directeur délégué de l'unité fiction chez Arte, qui donc diffusera la série. Série qui parle donc du coup d'État du 23 février 80, date très importante de l'histoire politique espagnole. La transition démocratique a vraiment failli être interrompue ce jour-là. Et alors, Alberto Rodriguez, c'est pas tout à fait la première fois que vous vous placez dans cette période. Vous l'aviez fait dans votre film La Isla Mínima, qui était un film policier, mais dans le même décor. Qu'est-ce qui vous intéresse avec cette période et plus particulièrement ce point de bascule? Bueno, en el fondo, hola a todos. En el fondo yo creo que lo que nos pareció interesante desde siempre, en este caso, fue la aproximación que hace Cercas al tema, la aproximación del libro. Bonjour à tous. En fait, je pense que, au fond de tout, je pense que ce que nous avons trouvé très intéressant dans toute cette situation, c'est l'approche que Cercas fait de cette situation, de ce point de l'histoire en Espagne, dans son bouquin. Y luego que él disecciona a partir de un momento muy concreto, de un instante, prácticamente la historia no solo de transición, yo creo que de todo lo que ocurre en España en el siglo XX. Et en fait, il prend un instant, un moment dans l'histoire de l'Espagne, et il la sépare, il la fait exploser pour écrire non seulement la transition démocratique, mais toute l'histoire de l'Espagne au XXe siècle. A través de la historia de tres personajes a los que considera tres traidores. Bueno, si habéis visto la serie o habéis leído el libro, creo que queda claro esto. Et donc il fait tout cela au travers de trois personnages ou trois traîtres. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les épisodes de la série ou lu le livre, mais c'est ça, c'est la façon dont il aborde ces personnages comme des traîtres. À quel moment est venue vraiment l'idée de faire de chaque épisode, que chaque épisode adopte le point de vue d'un personnage différent et évidemment protagoniste de cette histoire? ¿En qué momento se les ha ocurrido que cada episodio iba a adoptar el punto de vista de un personaje distinto en la misma situación? La verdad es que eso también viene directamente del libro de Cercas. Lo que sí tuvimos que hacer, porque el libro es una catedral, es una cosa inmensa, fue ir sabiendo de las ramas troncales que plantea el libro cuáles eran las que iban a ser interesantes, cuáles podíamos contar y cuáles no, porque es extensísimo el libro. Y básicamente la idea de los tres traidores, que es la que compone los tres puntos de vista, está en el libro. Y la de el juicio, en realidad, son los tres antagonistas de estos tres protagonistas, con lo cual quedaba como complementario. O sea que todo sale de la novela, vamos. En fait, on s'est basé sur le livre de Cercas. Comme vous le savez peut-être, en fait, c'est une histoire qui est presque encyclopédique. C'est un bouquin qui est énorme. Donc, on a décidé de sortir du tronc de l'histoire principale de ce livre et commencer à explorer les branches que nous avons trouvées intéressantes, qui sont aussi exposées dans ce livre. Donc, cette idée... nous avons eu cette idée aussi de nous focaliser, nous centrer et centrer l'histoire par la perspective de ces trois traîtres qui sont aussi reflétés dans le livre de Cercas. Et donc nous avons décidé justement de porter l'histoire sur le jugement que l'on va porter sur ces trois personnages, ces trois traîtres. Est-ce qu'il y a des questions? Preguntas en la sala. On va vous donner un micro. Passionnante. On va vous donner... Pardon, il faut un micro. C'est une histoire super intéressante, mais pour les spectateurs français, c'est peut-être pas évident au départ à comprendre tous les enjeux.
et les personnages. Est-ce que vous avez prévu une petite explication au départ? Je ne sais pas. A ver, es una historia muy interesante, pero para un público francés hay muchos detalles que se nos escapan. Entonces la pregunta sería si habéis previsto una suerte de explicación histórica, contextual, antes de contar la historia. ¿Quieres? C'est une question pour moi. On n'a pas encore de programmation pour Anatomia. Pour nous, c'était une évidence à plusieurs titres, en fait, de partir sur cette histoire. Alors, vous trouvez que c'est compliqué, c'est ces trois personnes en fait, qui ne se couchent pas sous les balles de la Guardia Civile, qui sont les trois protagonistes principaux. Je pense qu'en fait, on comprend assez bien d'où ils viennent, on comprend assez bien pourquoi ce sont des traîtres aux yeux des uns et des autres, et après comment ils ont cette vision de l'Espagne pour pouvoir combattre le franquisme et combattre ce coup d'État. Nous, on a eu l'impression, en fait, à la lecture, que c'était suffisamment logique et cohérent pour que tout le monde puisse rentrer dans l'histoire, en plus à travers ces portraits qui sont portraits par épisode. Peut-être qu'on mettra, du coup je retiens la question, des cartons d'explication pour démarrer, ce qui est souvent le cas. Je crois qu'il y a des cartons. Ouais. Après, que a pesar de que todavía no tenemos programaciones, bueno, fue evidente que la historia era muy interesante y que había que contar un poco la historia de la transición democrática luego de la muerte de Franco, y que nos ha parecido la historia bastante coherente con el mundo político, el mundo social en este momento. Pero que bueno que toma apuntes de esa solicitud de por qué no alguna explicación histórica antes de pasar a la historia. Es posible. Oui, tout à fait, c'est bien possible aussi de donner des explications contextuelles. Si vous pouvez juste vous présenter et votre média avant de poser la question, s'il vous plaît. Bonjour, Juliette Baudin. Est-ce que le livre prend, que nous n'avons pas lu, nous Français évidemment, est-ce que le livre prend des libertés avec l'histoire au sens historique du terme, et est-ce que vous-même vous avez pris des libertés avec le livre qui aurait pris des libertés avec l'histoire? A ver, la pregunta es si el libro en sí ya se toma ciertas libertades históricas con respecto a la realidad histórica, y otra parte de la pregunta es si ustedes se han tomado ese mismo tipo de libertades creativas con respecto al libro y con respecto a la historia. Bueno, el libro en sí, el propio Cercas lo dice, está hecho después de 4 años de investigación. O sea, él estuvo 8 horas diarias investigando alrededor de lo que fue el golpe de Estado y de todos los temas que toca el libro, que son muchos más. Y yo creo que el libro no se toma muchas libertades. Lo que sí es verdad es que especula. El libro especula con muchas posibilidades. Esto sí es cierto. ¿Quieres traducirlo y luego sigo? Especula. Adelante. No, lanza muchas conjeturas sobre qué hubiera ocurrido si en ese momento quizás pensó. Lo que ocurrió en esa situación fue. Eso es lo que hace el libro. Nosotros a la hora de adaptar, que bueno, casi lo puedes responder mejor tú que yo, pero la documentación ha sido muy exhaustiva. Lo que sí es cierto es que en situaciones concretas tienes que ficcionar, no hay más remedio. Sí, effectivement, pardon. En fait, je pense que c'est Cercas lui-même qui le dit. Le livre, il a été rédigé, il a été construit après 4 années de recherche. Et ces 4 années, c'était aussi 8 heures par jour de recherche constante sur la réalité historique du coup d'État de l'année 80. Donc non, en fait, le livre ne prend pas de liberté historique par rapport à la réalité, mais ce qu'il propose, c'est beaucoup de spéculation, beaucoup d'exploration de possibilités, c'est ça qui est vrai. Le livre, il porte sur beaucoup que se serait-il passé à ce moment historique si. Donc c'est ce que le livre fait et s'efforce de faire. Hein. Nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est d'adapter ces années de recherche. Mais parfois, il est vrai qu'il faut faire appel à la fiction. De temps en temps. Il n'y a pas d'autre moyen. Sí, bueno, creo que está contestado. Como ha dicho Alberto, Javier estuvo
más de 4 años documentándose a razón de 8 o 10 horas diarias, que es mucho, muchísimo. Nosotros, sin desandar todo ese camino, sí leímos una media de 5, 6, 7 libros por cada uno de los personajes, que fueron muchos, y todos ellos venían a corroborar toda la información que estaba contenida en el libro de Javier. Oui, en fait, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit. Javier Cercas, il a investi 4 années de recherche et 8 à 10 heures par jour pour cette recherche, ce qui est beaucoup. Donc nous, ce que nous avons fait, loin de prendre des libertés historiques, c'est de profiter de cette recherche et peut-être de l'enrichir. Nous avons lu chacun entre 5 et 7 livres pour construire chaque personnage qui apparaît dans la série. Donc c'est ça que nous avons fait. Claro, pese a eso, hay un espacio humano que no está escrito en ningún sitio y que tiene que ver con la dramatización lógica de los acontecimientos históricos, que sí, de alguna forma nos obligó a ser de algún modo libres y a tener cierta licencia para convertir todo aquello en algo que funcionara a un nivel dramático. Et malgré tout cela, en fait, il y a une partie qu'il est presque impossible de refléter seulement dans le livre, c'est la partie humaine. Et cela correspond forcément à la dramatisation logique, à la romantisation logique des événements historiques. Et donc c'est à ce moment-là que, oui, nous avons pris des libertés créatives et historiques pour rendre l'histoire un peu plus racontable, on va dire. Bonjour, hola, Thomas Cartini pour Circonflexe. Dans une période de tension et de violence, quel est votre sentiment en portant un projet au vu des événements actuels? En un periodo tan importante de tanto problema y tanta violencia, ¿cuál es el mensaje y cuál es la perspectiva que ustedes adoptan en esta serie con respecto al contexto actual? Bueno, yo creo que la fundamental, vamos, sí, puedes contestar tú, José Manuel, sí. Pero creo que la fundamental tiene que ver con la defensa de la democracia, con algo que pensamos que está ahí y que va a estar ahí siempre, y es mucho más frágil de lo que parece. Y en ese contexto creo que sí que hay aquí una especie de reflejo en un espejo, de una manera u otra. Je vais peut-être laisser la parole au réalisateur pour répondre à cette question, mais je pense que le message principal et fondamental, c'est la défense de la démocratie. C'est ça qui a un certain écho dans le contexte actuel, parce que la démocratie, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prendre pour acquis, mais force est de constater qu'elle est très fragile, surtout en ce moment. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire un effet miroir par rapport à ce qui se passe maintenant avec la série. Y bueno, yo resaltaría también en la serie y lo que fue la historia de España, que en aquel momento de la transición, pasar de una dictadura a una democracia, que es lo que hemos contado en esta serie, aunque acabara en un golpe, o superara un golpe mejor, tiene que ver mucho con el espíritu de Habermas, el filósofo que nos acaba de abandonar, ¿no? Poner la razón en el centro del discurso, en el centro del Parlamento, y se consiguió que partidos, los 3 líderes que contamos en la serie son casi de partidos muy diferentes, hablaran, dialogaran para construir, sin tener que condenar el pasado, un futuro, ¿no? Y esto, el espíritu de la transición que se llama, tiene mucho que ver con el espíritu que Habermas ha contado y que hoy se ha perdido. Hoy estamos en la ley del más fuerte, lo vemos todos los días, Trump se encarga de ello constantemente, pero la transición y lo que es válido en esta serie para que guste en más sitios que España es efectivamente el momento en que los políticos toman conciencia de estar juntos para sacar un proyecto adelante nuevo. Et a ver cómo lo traduces. Moi, je rajouterais aussi que ce qui est très important, en fait, dans la série et dans ce moment historique que nous voulons représenter, ce moment historique de l'histoire d'Espagne que nous voulons représenter dans la série, c'est justement cette transition entre la dictature et la démocratie. C'est ça le sujet, le leitmotiv de la série. Et on peut aussi raconter ce qui se passe dans la période après coup. Et c'est dans cette période justement qu'on commence en Espagne à remettre la raison au centre du discours général et au centre du Parlement. Et
c'est à ce moment-là, lors de cette transition, que ces 3 leaders qui apparaissent dans la série, 3 leaders qui sont complètement différents, qui commencent à se parler, 3 leaders que tout opposait auparavant, et maintenant ils commencent à se parler parce qu'ils sont obligés, donc ils doivent se forcer à entamer ce dialogue parce que c'est ça le contexte, c'est ça la transition démocratique. Et du coup, c'est cet esprit de transition démocratique, l'esprit du dialogue, qui devient aussi le leitmotiv de la série. Et qui, on le voit tous en fait, lorsqu'on sort de chez soi, on ouvre les réseaux sociaux, que ce qui règne en ce moment, c'est la loi du plus fort. Donc on a essayé d'apporter quelque chose qui contrecarre l'ambiance générale du moment. Donc c'est ça, c'est sur ce point que la série s'appuie. Donc en résumé, le dialogue nécessaire pour entamer la transition vers l'avenir. Est-ce que en France, on dit toujours que l'enseignement est dans un tel état que la jeunesse ne s'intéresse plus du tout à l'histoire, y compris à l'histoire contemporaine? Qu'en est-il de la jeunesse espagnole? Et est-ce que, enfin, à la génération des 15-25 ans d'aujourd'hui, et est-ce que cette série a une vocation pédagogique ou pas du tout? A ver, en Francia solemos decir que la enseñanza en materia de historia no es muy buena y no se hace mucho hincapié en ciertos puntos. Queríamos saber qué pasa con la juventud y la enseñanza en España. Vous pouvez répéter la deuxième partie de votre question, s'il vous plaît. Y la otra parte de la pregunta es si la serie tiene una vocación pedagógica, si quiere convertirse en una herramienta pedagógica. A ver, desde el principio lo que yo creo que sí hablamos desde las primeras reuniones es que sería interesante llegar a un público joven. En España ahora mismo hay un montón de jóvenes que piensan barbaridades como que con Franco se vivía mejor, que bajo el franquismo se vivía mejor. Son porcentajes pequeños, pero muy grandes para lo que deberían ser. Entre otras cosas, porque no se termina de explicar bien en las escuelas ni siquiera en qué consiste la dictadura ni la transición. Generalmente se llega a la guerra civil por los pelos. Y esa parte de la historia nunca se da esa materia, lo cual es un problema considerable. Y nosotros sí teníamos la vocación de hacer una serie abierta, que el espectador pudiera seguir aunque supiera poco de historia, o de esta historia concreta, ¿no? Nuestra intención era así, desde el primer momento. Entonces, pedagógica no lo sé, pero muy abierta para aproximar a un espectador más joven, ha sido así desde el principio. Bueno, yo creo que cuando uno trata de hacer pedagogía en el cine aburre. La pedagogía hay que ser mucho más inteligente, hay que entretener para que la gente saque su propia pedagogía. O sea, tú tienes que hacer algo que se cuente muy bien, y yo creo que el guión de Rafa es extraordinario porque el libro era dificilísimo de adaptar y la dirección de Alberto es sublime. O sea, creo que el trabajo es, para mí, impecable, soberbio, mucho más de lo que habría soñado. Pero básicamente, por lo que decía Alberto, tratábamos de que no fuera una serie para una generación, ni siquiera para el público español solo. Siempre pensamos que era una serie para muchas generaciones que desconocen lo que fue la transición y para un público también internacional que les guste acercarse a la historia de España y que la entiendan o las entretenga solo viendo esta serie. Ese era el intento. En fait, depuis le début, nous avons décidé de cibler les jeunes depuis les premières réunions quand on commençait à construire la série. Et en fait, il faut le dire, en Espagne en ce moment, il y a des jeunes qui n'ont aucune formation en histoire et qui pensent en ce moment que sous Franco on vivait mieux. Ils sont une minorité, mais cependant ils sont là et ils pensent et ils osent dire des choses complètement folles en affirmant que lors de la dictature ça se passait mieux pour les Espagnols. Donc, force est de constater qu'à l'école, on n'aborde ni la dictature, ni le sujet de la dictature, ni le sujet de la transition. On aborde très superficiellement le sujet du coup d'État et encore. Et donc, c'est pour cela qu'on a décidé de cibler les jeunes, pas forcément pour avoir une vocation
une vocation pédagogique, mais pour attirer l'attention à tout ce qui se passe et ressemblance par rapport au contexte actuel. Donc, pour dire vocation pédagogique, non, mais nous avons décidé de créer une série qui soit ouverte, qui attire le grand public. Et monsieur, il disait que je pense particulièrement que la pédagogie dans le cinéma, ça ennuie les gens. Pour qu'une série ou pour qu'un film puisse marcher, il faut divertir les masses. Il faut proposer du divertissement et ensuite c'est à tout et chacun d'en tirer les leçons et la pédagogie qui lui correspond. Moi, je pense personnellement que le scénario de Raphaël est extraordinaire et qui véhicule mais parfaitement l'histoire qu'on a voulu raconter. La réalisation d'Alberto est sublime et elle dépasse complètement nos attentes. Donc je pense qu'il faut miser sur ça, sur les outils artistiques dont nous disposons et cibler un public général, et c'est ce que nous avons essayé de faire, cibler non seulement ne pas cibler seulement un public qui était connaisseur de l'histoire espagnole, l'histoire de la transition, l'histoire du coup d'État, mais un public général et aussi dans une deuxième étape, un public international. Bonjour, Aubery Mallet, Télé Loisirs. Est-ce que vous pourriez nous parler des acteurs, comment vous les avez choisis et comment vous avez travaillé avec eux pour qu'ils soient le plus similaires aux vrais protagonistes de l'histoire? A ver, ¿cómo han trabajado el casting? ¿Cómo lo han escogido a cada uno de los actores? ¿Y cómo han hecho, cómo se lo han arreglado para hacer que cada personaje tenga un parecido físico tan impresionante? Cada uno tiene una pequeña historia. Voy a empezar por el primero, Carrillo, que es el líder del Partido Comunista. Eduard era un actor con el que yo había hecho ya una película antes y fue el primero que accedió. Es un actor completamente camaleónico, como veis. De hecho, a Eduard no nos dejó ni cortarle el pelo porque era temporada de premios y ese año lo había ganado todo. Y nos decía, por favor, no, que voy a salir en todas las fotos sin pelo. Creo que ha hecho una composición fantástica, pero eso, el suyo, por ejemplo, con un pequeño trabajo que fue meterse un apósito aquí abajo para cambiarse la boca, simplemente. Y el resto lo ha puesto Eduard, porque es un actor fascinante. A Manolo Solo, que es el que hace de Gutiérrez Mellado, del general, lo conozco desde que teníamos 18 años, y bueno, sí tiene una serie de transformaciones, una nariz falsa, le hemos cortado el pelo, etcétera, pero el trabajo de composición también tiene mucho que ver con lo que hizo Manolo. Y quizá el más peliagudo y el más difícil de ver, y era el gran problema de casting que tenía esta serie, era el presidente, era Suárez, porque la gente tiene mucha referencia en España de él, y era complicado imaginar a Álvaro Morte como Suárez. En principio choca mucho, de hecho, cuando me lo propusieron por primera vez, pensé que no tenía ningún sentido. Pero es curioso porque Álvaro tiene muchas cosas que tenía el presidente Suárez. Es elegante, sabe moverse, es convincente a la hora de hablar. Y tiene esa cosa que tenía Suárez, que decían que cuando hablaba con un comunista, el comunista pensaba que no era de los suyos, pero que le iba a ayudar. Y si hablaba con un falangista, el falangista sería convencido de que también era falangista. Y esto era con cualquiera. Esa credibilidad la tiene Álvaro. Y creo que ha hecho un trabajo de composición fantástico, tanto en la voz como en todo. No sé, yo estoy muy contento, ¿eh? Creo que han hecho, no solo ellos, sino todo el casting, un trabajo excepcional. Con las pequeñas incorporaciones que haya podido hacer, maquillaje y demás, pero creo que casi todo viene del espíritu de los personajes que ellos han conseguido incorporar. Yo solo añadir, porque el director no lo va a decir, porque cuando hablaba con los actores en rodaje todos los días y estaban tan extraordinarios, aparte de caracterizados, no solo es la caracterización, es la interpretación. Y entonces siempre valoraban y alababan lo preciso que era Alberto Rodríguez, el director, a la hora de darle las instrucciones sobre cualquier escena. Entonces es una cosa que los actores agradecieron muchísimo, yo creo que se convencieron mucho por la precisión a la hora de decir esto es así, baja un poco aquí, eso hay muy pocos directores capaces de hacerlo con tanto rigor. Que yo conozca, vamos. Ahora sí que... Bueno,
Le dejamos aquí, volvemos. Vamos a tomar un café y volvemos. En fait, chaque personnage a son histoire. On va commencer petit à petit. Je vais commencer par le premier. Le premier, c'est le personnage de Santiago Carrillo, le président du Parti communiste, incarné par Edouard, qui est quelqu'un que je connaissais depuis un moment, parce qu'on avait déjà fait un film ensemble. Et moi, j'ai toujours trouvé que Edouard, c'est c'est comme un caméléon, en fait. Il est capable de se transformer. Il se transforme à chaque personnage qu'il incarne. Et une petite anecdote à ce niveau-là, c'est qu'à ce moment-là, quand on allait commencer la série, il ne voulait pas se transformer, il ne voulait même pas se couper les cheveux parce qu'on était en pleine saison des prix et il se disait j'ai presque tout remporté, donc je ne vais pas me couper les cheveux parce qu'on va me photographier. Et tout le travail de transformation que nous avons fait avec lui, c'est de lui mettre une petite prothèse en dessous des lèvres. Et puis tout ce qu'il a fait, ça vient de son travail et de son pouvoir de caractérisation. Ensuite, il y a le cas de Manolo. Donc Manolo, il joue le rôle de Mellado. C'est quelqu'un que je connais depuis l'âge de 18 ans et c'est quelqu'un qui sait se transformer. C'est l'une des plus grande transformation que nous avons vue dans la série. Il a fait un énorme travail de caractérisation, de construction de personnages et pour moi c'était lui l'un des personnages le plus difficile. Mais le personnage le plus difficile à caractériser, c'était vraiment le personnage de Álvaro Morte, donc le président Suarez, parce que tout le monde en Espagne connaît à quoi il ressemblait le président Suarez. Donc pour moi c'était la partie la plus difficile. Cependant, Álvaro Morte, il est très élégant, il sait bien bouger, il sait bien se tenir, il a un certain pouvoir de conviction vis-à-vis des autres et c'est quelque chose que l'ancien président Suarez il avait parce qu'on disait en Espagne que lorsque le président il parlait à un communiste, le communiste il se disait bon il ne me soutient pas à 100% mais il va m'aider et c'est pareil pour un phalangiste, il partait parler à un phalangiste et il sortait de la salle en se disant ouais il va peut-être pas me résoudre tout mais il va m'aider. Donc ça c'est de la crédibilité. Et c'est quelque chose que Álvaro Morte, il a de la crédibilité au niveau de la voix, de sa personnalité, de sa personnification du personnage en fait, même si c'est un peu redondant. Donc moi j'ai été très, très content, très heureux de tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce qu'il a fait, le maquillage, tout ce qu'on a pu lui apporter niveau physique, ce n'était qu'un petit plus pour sa caractérisation. Et en plus, je dirais, monsieur, il dit que je me suis entretenu assez régulièrement avec les acteurs, et les acteurs, ils aimaient bien venir me dire qu'ils appréciaient beaucoup le travail de réalisateur d'Alberto Rodriguez, parce qu'il est très précis lorsqu'il donne des consignes et des instructions, et c'est quelque chose que les acteurs apprécient beaucoup. Et ce ne sont pas tous les réalisateurs qui sont capables de le faire. Y yo quiero añadir, ya sé que es muy largo, pero quiero añadir que los actores no es solo cómo lo dicen, cómo lo interpretan o cómo están caracterizados, sino lo que dicen. He visto grandes actores hacer trabajos malísimos porque lo que dicen no es interesante. Entonces, lo que dicen los actores se lo debemos mucho al trabajo de Rafa. Esos diálogos tan auténticos que oyéndoles describen a los personajes, es uno de los trabajos también más complicados que a veces la gente no es capaz de valorar, que tiene Anatomía de un instante. Ese trabajo de guión y de diálogos tan exigente, ¿no? Que define muy bien a los personajes. En plus, j'ajouterais que ce qui caractérise aussi le travail des comédiens et des acteurs, ce n'est pas la forme, mais le fond. Ce n'est pas seulement comment ils disent les choses, mais ce qu'ils disent. Car j'ai déjà vu des performances de certains comédiens et certains acteurs qui sont très très mauvais. Et ce n'est pas forcément de leur faute, c'est à cause de ce qu'ils disent qui n'est pas intéressant. Donc dans cette série, la force de la série que nous pouvons retrouver, c'est le dialogue, c'est la force du scénario, et cela on le doit tout à fait à Raphaël, parce que c'est un travail qui exige beaucoup de la personne, et il s'en est sorti d'une façon brillante. Et on va prendre la dernière question. Oui, alors c'est une question un tout petit peu plus générale qui s'adresse à vous tous. En 3 ans à Sérimania, on a vu Hierro, on a vu La Messias, on a vu Celeste, on a vu Querer.
tout sur Arte, merci. Los Años Nuevos. Et maintenant, cette Anatomia de un Instante qui est magnifique, merci beaucoup. Est-ce que de l'extérieur, nous, en France, on a l'impression d'un véritable envol de la série espagnole? Est-ce que c'est juste une impression parce qu'on n'est pas chez vous, ou est-ce que vous voyez la même chose que nous? A ver, ya en 3 años de Serimanía estamos acostumbrados a recibir a varias series españolas. Hemos visto a Celeste, La Mesías, Querer, Los Años Nuevos. Entonces, muy buenas todas. Que son très buenas. Y ahora recibimos una serie que es La Anatomía de un Instante, que es muy buena, y queremos ver un poco más qué va a pasar con esa serie. Fue completa la dernière. Entonces, frente a todo esto, podemos hablar quizás de un auge de la serie española. ¿Concordarían ustedes con esta aseveración, con esta afirmación, o es solamente nuestra perspectiva de fuera de España, que pensamos que las series españolas están en auge? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un primer agradecimiento a Movistar Plus. No es peloteo, pero es verdad que estos últimos años, las series, todas las que habéis nombrado, han estado en Movistar Plus. O sea, y a una persona que estaba al frente, a Domingo Corral, que ha tenido mucho ojo para hacer de las series españolas algo más elevado de lo que estábamos acostumbrados. Las que habéis nombrado, Querer, Los Mesías, Anatomía de un Instante ahora, se debe mucho a ese espíritu de Movistar de avanzar y de creérselo, de creerse que era una industria muy importante, así que el agradecimiento es muy grande. Y también en este caso a Arte, ¿no? Que a Alex, y a Arte, a Domingo y a Movistar, pero a Alex, que también confió en una serie a priori netamente española y se han lanzado también a traernos aquí, a representarnos en Francia y las cosas pasan también gracias a eso, a que hay plataformas o que hay personas que avanzan y que rompen los moldes establecidos y salen de la cotidianidad y salen de la zona de confort. Querer, Anatomía, Mesías, son series que se salen de la zona de confort a la que estamos acostumbrados. Así que a ellos se lo debemos también. Bueno, a nosotros también, que lo hemos hecho, pero a ellos, porque sin ellos no lo habríamos hecho. Yo con esta serie he estado 5 años. La suerte de convencer a Rafa y a Alberto me allanó mucho el camino, pero he tardado mucho en lograrlo. Y gracias a Movistar, a Domingo y a Alex en este caso y a Arte. Así que ojalá sigamos igual, ojalá no se pare. Ojalá sigamos viniendo cada año con algo, no nuestro, de cualquiera, pero bueno. Bon, tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Movistar Plus. C'est comme ça, je remercie Movistar Plus vraiment de tout mon cœur. Ce ne sont pas que des paroles en l'air, car toutes les séries que vous avez mentionnées, en fait, elles suivent cet esprit de Movistar Plus. C'est un esprit de miser sur la production espagnole. Et donc, il faut commencer par remercier aussi Monsieur Domingo Corral, qui a eu ce bon œil justement pour reconnaître les séries là où il y avait de la valeur et qui a décidé de développer les séries espagnoles et la production espagnole en général, tout cela par le biais de Movistar Plus. J'aimerais aussi remercier Alex d'Arte. C'est lui qui a décidé de miser sur une série entre guillemets à 100% espagnole et qui a décidé de nous ramener ici en France et à Lille pour faire la promotion. Donc on lui est assez reconnaissant. Et remercier aussi toutes les plateformes qui ont décidé de soutenir un autre format, une autre façon de faire des séries, ou soutenir des équipes, des séries qui sortaient de leur zone de confort. Et donc bien sûr, cette série et toutes les séries que vous avez mentionnées, elles ont été possibles grâce à eux, mais aussi grâce à nous. Car moi, personnellement, j'ai investi 5 ans de ma vie dans cette série. Et tout ce qui me reste à penser, à souhaiter, c'est que cet élan va se maintenir dans la continuité à l'avenir. Merci beaucoup, tout le monde. Muchas gracias. Gracias. Merci.